Un simple morceau de papier peut changer une vie ou y mettre fin brutalement. Pour Julien Thorne, le PDG milliardaire de Thorne Enterprises, la fin se tenait juste en face de lui, portant une bague de fiançailles en diamant qu'il avait lui-même payée. Il pensait célébrer une fusion historique, un sommet de sa carrière. En réalité, il n'était qu'à quelques minutes d'une cellule de prison, pris au piège d'une machination orchestrée par la personne qu'il croyait aimer. Mais il ne le savait pas encore. La seule personne à connaître la vérité était une serveuse de 22 ans nommée Alice Morel, qui tremblait dans un coin de la salle avec une tache de café sur son tablier usé. Elle avait exactement 5 secondes pour faire un choix qui allait déterminer son existence entière. Garder la tête basse, rester invisible et en sécurité dans sa pauvreté familière, ou glisser une note à cet homme, déclarant ainsi la guerre à la femme la plus dangereuse de tout Paris. Elle choisit la note. Et ce soir, vous allez découvrir pourquoi cette décision a failli lui coûter la vie dans les ombres de la ville lumière. L'air à l'intérieur de l'Écrin d'Or, le restaurant le plus exclusif de la capitale situé à 2 pas de la place Vendôme, avait toujours la même odeur, des notes distinctes d'huile de truffe, de parfums de créateurs hors de prix et de vieilles richesses transmises par héritage. Pour Alice Morel, cependant, cela sentait simplement l'épuisement. Alice ajusta son nœud papillon dans le reflet d'une rampe en laiton poli. Elle était debout depuis 10 heures d'affilée. Ses remboursements de prêts étudiants avaient 3 mois de retard. Son propriétaire menaçait de l'expulser de sa petite chambre de bonne à Asnières, et ses pieds lui donnaient l'impression de saigner à l'intérieur de ses chaussures bon marché. Mais elle avait désespérément besoin de ce service. Les pourboires, à l'Écrin d'Or, un vendredi soir pouvaient couvrir la moitié de son loyer, à condition qu'elle ne casse rien et qu'elle reste invisible aux yeux des clients. « La table 4 est à vous, Morel », aboya le maître d'hôtel, Maurice. Maurice était un homme court et huileux, qui transpirait abondamment et traitait le personnel de salle comme des cerfs. Et ne gâchez pas tout, c'est Julien Thorne. L'estomac d'Alice se noua. Tout le monde connaissait Julien Thorne. Il était le magnate de la technologie qui avait révolutionné la cybersécurité avec son entreprise, Aegis. Il avait 32 ans, était d'une beauté dévastatrice dans ce genre fatigué et sombre que les milliardaires arborent souvent, et s'était récemment fiancé à Valérie Sinclair, une héritière mondaine dont le père possédait la moitié des biens immobiliers de luxe à Deauville. « Je m'en occupe, Maurice », dit Alice en saisissant son plateau. « Si vous versez ne serait-ce qu'une goutte d'eau, vous êtes licencié avant qu'elle ne touche le sol, » siffla Maurice. Alice s'avança sur le parquet ciré. La table 4 était l'emplacement de choix. Isolée dans une alcôve, avec une vue imprenable sur les toits de Paris et la tour Eiffel illuminée. Julien Thorne était déjà assis, regardant son téléphone avec un sourcil froncé. Il portait un costume bleu marine sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que toutes les études d'Alice. En face de lui se tenait Valérie Sinclair. Valérie était indéniablement belle, mais c'était une beauté tranchante, presque prédatrice. Elle portait une robe en soie cramoisie qui semblait avoir été moulée sur sa peau. Et ses yeux, d'un bleu glacial, parcouraient la pièce comme si elle calculait la valeur nette de chaque client présent. Alice s'approcha de la table, affichant son plus beau sourire professionnel. « Bonsoir, bienvenue à l'Écrin d'Or. Je m'appelle Alice et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer de l'eau minérale pour commencer ?» Valérie l'interrompit sans même la regarder. Elle tapait furieusement sur son téléphone et apportait la carte des vins, la réserve spéciale. « Bien sûr », dit Alice en jetant un coup d'œil à Julien. Julien leva les yeux et, pendant une fraction de seconde, son regard croisa celui d'Alice. Il avait l'air épuisé, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Juste un whisky pour moi, pour le plus vieux que vous ayez. »« Journée difficile ?» demanda Alice, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Valérie releva brusquement la tête. « Excusez-moi. Nous ne sommes pas ici pour faire la conversation avec le personnel. Apportez les boissons. »« Je vous prie de m'excuser, » murmura Alice en se retirant rapidement. Alors qu'elle attendait au bar, elle les observa de loin. Il n'y avait aucun amour à cette table. L'air entre eux était chargé de tension. Julien ressemblait à un homme portant le poids du monde sur ses épaules, tandis que Valérie semblait anxieuse. Elle ne cessait de consulter sa montre de luxe. Alice revint avec les consommations.
Alors qu'elle posait le verre de cristal, Valérie se leva brusquement. « Je dois me repoudrer le nez », annonça Valérie. Elle saisit sa pochette, un petit objet scintillant, et bouscula Alice en passant, manquant de renverser le plateau. « Faites attention !» siffla Valérie entre ses dents. Alice stabilisa le plateau, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda Valérie se diriger vers les toilettes. Quelques instants plus tard, Maurice fit signe à Alice. « Allez vérifier les sanitaires VIP. L'approvisionnement en serviettes est bas. » Alice soupira et se dirigea vers le fond. Les sanitaires VIP étaient essentiellement des salons privés luxueux. En poussant la lourde porte en chêne, elle entendit une voix. C'était Valérie. Elle était dans la partie salon, faisant les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille. Alice se figea. L'acoustique de la pièce carrelée de marbre était parfaite. Elle pouvait entendre chaque mot. « Je me fiche qu'il soit méfiant », chuchota Valérie, sa voix tremblante d'un mélange d'excitation et de malice. « C'est fait. J'ai placé la clé USB dans la poche de sa veste, pendant que nous étions dans la voiture. » Alice retint sa respiration, se pressant contre le mur derrière une fougère décorative. « Oui, » continua Valérie. « Les agents de l'AMF sont déjà garés au bout de la rue. Dès que nous quittons le restaurant, ils nous arrêtent. Ils trouvent la clé avec les données des fonds détournés. Ils tombent pour fraude et délit d'initié dès ce soir. Avec le contrat de mariage annulé par une inculpation pénale, je récupère le contrôle des sièges au conseil d'administration. » Alice sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement une mauvaise relation. C'était un assassinat corporatif. « Arrête de t'inquiéter », lança Valérie à la personne à l'autre bout du fil. « Julien n'est un idiot quand il s'agit de confiance. Il pense que je prépare une lune de miel surprise. Il n'a aucune idée que sa vie se termine dans environ 45 minutes. Assure-toi juste que la presse soit là quand on lui passera les menottes. » Valérie raccrocha et laissa échapper un long soupir tremblant. Elle vérifia son maquillage dans le miroir, appliqua une couche de rouge à lèvres rouge sang et sourit. Un sourire cruel et victorieux. Alice attendit que Valérie quitte les lieux avant de s'oser à bouger. Ses jambes étaient comme du coton. Elle se dirigea vers le lavabo et s'éclaboussa le visage d'eau froide. Que dois-je faire? Elle n'était personne, une simple serveuse. Si elle sortait et disait à un milliardaire que sa fiancée le piégeait pour des crimes fédéraux, il penserait qu'elle est folle. Valérie nierait tout. Maurice la licencierait. Elle pourrait tout perdre. Mais si je ne fais rien, un homme innocent va en prison. Alice se souvint de son père. Il avait été un petit entrepreneur détruit par un associé qui avait falsifié les comptes et l'avait piégé. Son père était mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tard. Brisé et humilié. Elle se souvenait du regard dans ses yeux. Le regard d'un homme qui réalise trop tard que la personne en qui il avait confiance tenait le couteau. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver à Julien Thorne. Elle saisit un carnet de commandes génériques dans son tablier. Ses mains tremblaient. Elle devait faire vite. Elle ne pouvait pas faire de scène. Elle prit un stylo et écrivit en lettres capitales, au dos d'un ticket de caisse. « Ne réagissez pas. Votre fiancé a placé une clé USB dans la poche de votre veste. La police vous attend dehors. C'est un piège. Partez maintenant. » Elle plia le papier jusqu'à ce qu'il devienne un minuscule carré. Elle prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Alice retourna en salle. Le restaurant était plus bruyant maintenant. Le cliquetis de l'argenterie couvrant le son de son cœur qui cognait dans sa poitrine. Elle s'approcha de la table 4. Valérie était de retour à sa place, tenant un menu, l'image même de l'élégance. Julien fixait son whisky. « Sommes-nous prêts à commander ?» demanda Alice, sa voix étonnamment stable. « Je prendrai le homard thermidor », dit Valérie d'un ton dédaigneux. « Et pour vous, monsieur ?» Alice se tourna vers Julien. « Le steak saignant », murmura Julien. « Excellent choix », dit Alice. Elle tendit la main vers la corbeille à pain vide sur la table pour la débarrasser. En faisant cela, elle fit délibérément tomber son propre stylo. Il cliqueta près du pied de Julien. « Oh, je suis si maladroite. Je vous demande pardon, » dit Alice, se baissant instantanément. Julien, en gentleman, bougea pour l'aider. « Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. » Sous la nappe, cachée de la vue de Valérie par le lourd linge blanc, Alice chercha le stylo. Alors que la main de Julien descendait pour le ramasser, elle pressa la note pliée directement dans sa paume. Elle leva les yeux vers lui depuis sa position accroupie. Ses yeux étaient grands, désespérés. Elle serra sa main pendant une fraction de seconde. Un plaidoyer silencieux. « Lisez-le. » Julien se figea. Il sentit le papier contre sa peau. Il regarda la serveuse. Il vit la terreur dans ses yeux. Ce n'était pas de la coquetterie. C'était un avertissement. Il referma son poing sur le papier. « Je l'ai.
dit Julien, sa voix changeant légèrement de ton. Il se redressa, glissant la main avec le papier sur ses genoux. Alice se releva, lissant son tablier. « Je vais passer cette commande immédiatement. » Elle s'éloigna, ses jambes pesant comme du plomb. Elle alla au poste de service. Mais au lieu de saisir la commande, elle observa. Julien garda un visage neutre. Il était un joueur de poker aguerri dans les conseils d'administration. Il savait cacher ses émotions. Sous la table, il déplia le papier. Il jeta un coup d'œil vers le bas, lisant les lettres capitales. Votre fiancé a placé une clé USB dans la poche de votre veste. Le cœur de Julien manqua un battement. Sa veste était drapée sur le dossier de sa chaise. Il se souvint que Valérie avait insisté pour qu'il porte cette veste spécifique, la grise signée Tom Ford, parce qu'elle disait qu'elle s'accordait mieux avec sa robe que la noire. Il se souvint qu'elle s'était montrée étrangement tactile dans la voiture, ajustant son col, tapotant sa poitrine. Il regarda de l'autre côté de la table. Valérie souriait à nouveau à son téléphone. « À qui écris-tu, ma chère ?» demanda Julien. Sa voix était calme, mais la glace dans son verre semblait refléter le froid soudain dans son regard. « Juste à l'organisatrice de mariage. » Mentit Valérie avec fluidité. « Je confirme les fleurs pour le dîner de répétition. » Menteuse, pensa Julien. Nous avons finalisé les fleurs la semaine dernière. Il devait vérifier la veste, mais il ne pouvait pas le faire sous ses yeux. Il avait besoin d'une distraction. « Valérie, » dit Julien en se penchant en avant, « j'ai une surprise pour toi, mais je l'ai laissée au vestiaire. J'allais attendre le dessert, mais j'ai envie de te la donner maintenant. » Les yeux de Valérie s'illuminèrent. La cupidité était son point faible. « Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? Un collier pour accompagner la bague ?» mentit-il. « Mais je veux que tu fermes les yeux et que tu comptes jusqu'à 60. Pas de triche, ça porte malheur. » Valérie gloussa, un son qui grinçait maintenant à ses oreilles. « Tu es si dramatique. D'accord, 60 secondes ?» Elle ferma les yeux et les couvrit de ses mains, jouant la mariée excitée. Au moment où ses yeux se fermèrent, Julien bougea avec une vitesse terrifiante. Il tendit la main derrière lui et glissa ses doigts dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts frôlèrent de la soie puis du plastique dur. Son sang ne fit qu'un tour. Il la retira. Une clé USB noire. Ce n'était pas la sienne. Il ne l'avait jamais vue auparavant. La serveuse disait la vérité. Il regarda vers le poste de service. Alice se tenait là, faisant semblant d'essuyer un verre, mais ses yeux étaient rivés sur lui. Il lui fit un léger signe de tête imperceptible. Il glissa la clé USB dans la poche de son pantalon, serrée contre sa cuisse. Il ne la remit pas dans la veste. 58, 59, 60. Valérie découvrit ses yeux. « Alors ?» Julien sourit. C'était un sourire de loup, bien que Valérie ne le remarque pas. Je me suis rendu compte que je devrais probablement demander au serveur de l'apporter sur un plateau d'argent. Pour rendre cela plus spécial, Valérie fit la moue. « Quel taquin tu fais ?»« Je dois passer aux toilettes d'abord, » dit Julien en se levant. « Je reviens tout de suite. Ne sois pas trop long, » dit Valérie en reprenant son vin. « Nous avons une grande soirée devant nous. »« Oh, tu n'as pas idée, » murmura Julien. Il marcha vers l'arrière, mais il n'alla pas aux toilettes. Il repéra Alice près des portes de la cuisine. Il se dirigea droit sur elle. Maurice, le gérant, vit cela et se précipita immédiatement, l'air paniqué. « Monsieur Thorne, tout va bien ? Est-ce que cette fille vous ennuie ?» Maurice foudroya Alice du regard. « Si elle a été incompétente, je la licencie sur le champ. »« Elle a été excellente, » dit Julien d'une voix autoritaire. Il ignora Maurice et regarda directement Alice. « Où se trouve la sortie arrière ?» Maurice parut confus. « Monsieur, la sortie arrière se trouve dans la cuisine, mais sûrement... Je dois partir maintenant sans que ma fiancée ne me voie, » dit Julien. Il sortit une pince à billets de sa poche et en tira 5 billets de 100 €. Il les fourra contre la poitrine de Maurice. « C'est pour le dîner. » Et ceci, il sortit une carte American Express Centurion noire et la tendit à Alice. « C'est pour vous. Gardez-la. Je reviendrai la chercher. » Les yeux d'Alice s'agrandirent. « Monsieur, je... »« Amenez-moi à l'arrière maintenant, » ordonna-t-il. Alice hocha la tête. « Suivez-moi. » Elle le conduisit à travers les portes battantes dans la cuisine chaotique et fumante. Les chefs criaient des commandes. Des poêles s'enflammaient. Alice se faufila dans la folie ambiante, Julien juste derrière elle. Ils atteignirent toute la lourde porte métallique à l'arrière, menant à l'allée où se garaient les camions poubelles. Julien s'arrêta, la main sur la barre de poussée. Il se tourna vers Alice. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi m'avoir prévenu ? Vous ne me connaissez pas. Je sais reconnaître un coup monté quand j'en vois un, » dit Alice, sa voix tremblant légèrement maintenant que l'adrénaline retombait. « Mon père,
Quelque chose de similaire lui est arrivé. Je ne pouvais pas regarder cela se reproduire. Julien la regarda vraiment pour la première fois. Il mémorisa son visage, son chignon en désordre, ses yeux fatigués, sa détermination féroce. « Quel est votre nom complet ?»« Alice. Alice Morel. »« Alice Morel, » répéta Julien. « Si je m'en sors, vous n'aurez plus jamais à débarrasser une table de votre vie. » Il poussa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit de l'allée. Il ne courut pas. Il marcha d'un pas vif vers l'avenue principale, mais à l'opposé de l'entrée principale du restaurant où la police attendait. À l'intérieur du restaurant, Valérie consulta sa montre. 10 minutes s'étaient écoulées. Où est-il? Elle envoya un message à son contact. Est-il dehors? La réponse arriva. Aucun mouvement. Nous maintenons notre position. Valérie fronça les sourcils. Elle fit signe à Maurice. Monsieur le gérant, où est mon fiancé? Maurice, transpirant plus que d'habitude, s'approcha de la table. Il avait l'air nerveux. Il avait l'argent dans sa poche. Mais il était terrifié par Valérie. Tout le monde en ville savait que Valérie Sinclair pouvait ruiner un commerce d'un seul coup de fil à l'inspection de l'hygiène. Il est allé en cuisine, mademoiselle Sinclair. La cuisine? Pourquoi? Il a dit qu'il voulait féliciter le chef. Maurice mentait mal. Valérie se leva, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Quelque chose ne va pas. Elle marcha vers la cuisine. Elle franchit les portes, ignorant les cris de surprise du personnel. « Où est Julian Thorne ?» criait-elle. La cuisine devint silencieuse. Alice se tenait près de la plonge, chargeant des assiettes. Elle gardait la tête basse. « Il est parti, madame », dit un sous-chef en désignant la porte arrière. Il y a environ 5 minutes. « Parti ?» Le visage de Valérie devint pâle. Sans moi, elle sortit son téléphone. Aucun message. Elle appela Julien, tombant directement sur sa messagerie vocale. La panique commença à s'installer. S'il n'était pas dans la voiture, s'il n'avait pas la veste sur lui quand la police l'arrêterait. Elle courut par la porte arrière dans l'allée. Elle était vide, à l'exception des bennes à ordures et de quelques chats errants. Son téléphone vibra. C'était son contact. Cible hors de vue. Mais nous venons de voir son chauffeur personnel partir à vide. Nous annulons l'interception. Que se passe-t-il? Hurla Valérie, un cri de rage primaire qui résonna contre les murs de briques. Elle jeta son téléphone contre une benne, brisant l'écran. À l'intérieur, Maurice coinçait Alice près de la plonge. « Vous !» grogna Maurice, son visage devenant violet. « C'est vous qui l'avez fait sortir. Je vous ai vu. Il a demandé la sortie, Maurice, » dit Alice en essayant de tenir tête. « Vous avez interféré avec un client VIP. Vous avez causé une scène, » cria Maurice, inconscient des véritables enjeux. « Je me fiche de ce qu'il vous a donné. Vous avez fini ici. Prenez vos affaires et sortez. Vous êtes licencié. » Alice détacha son tablier. Elle savait que cela allait arriver. Elle posa le tablier sur le comptoir. « Très bien, dit-elle. Je démissionne. » Elle sortit par la porte arrière, passant devant une Valérie hurlante, et s'enfonça dans les rues sombres de Paris. Elle avait perdu son travail. Elle n'avait pas d'argent pour le loyer. Elle était seule. Mais alors qu'elle marchait vers le métro, serrant son manteau fin contre elle, elle sourit. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'avoir gagné. Elle ne réalisait pas encore que la guerre ne faisait que commencer. Alice Morel vivait dans un petit studio au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur à Asnières, au-dessus d'une laverie qui sentait perpétuellement l'eau de Javel et l'adoucissant. Son appartement avait la taille d'un grand placard, meublé d'objets récupérés sur le trottoir les jours d'encombrant. 1 heure après avoir fui les crins d'or, elle était assise sur son clic-clac, fixant l'objet posé sur sa table basse rayée. La carte American Express Centurion noire. Elle était lourde, faite de titane. Elle représentait plus d'argent que toute sa famille n'en avait gagné en 3 générations. Elle ne l'avait pas utilisée pour le métro. Elle n'avait pas acheté de nourriture, même si son estomac criait famine. Pour Alice, ce n'était pas de l'argent. C'était un matériau radioactif. C'était la preuve qu'elle s'était impliquée dans quelque chose de mortel. Son téléphone vibra. Un message de son propriétaire. Le loyer était dû hier, Alice. Ne m'oblige pas à changer les serrures. Elle prit sa tête entre ses mains. Licenciée, fauchée et détentrice de la carte de crédit d'un milliardaire. À 1h30 du matin, on frappa à sa porte. Ce n'était pas un coup timide. C'était 3 coups solides et autoritaires. Alice se figea. Maurice ne viendrait pas ici. Valérie Sinclair ne mettrait jamais les pieds dans la banlieue populaire. « Police !» Elle rampa jusqu'à la porte et regarda par le judas. Elle eut un hoquet de surprise et recula. C'était Julian Thorne. Il portait toujours l'impeccable costume Tom Ford.
Mais son nœud papillon était défait, pendant autour de son cou. Il semblait déplacé dans ce couloir sombre aux murs écaillés, comme une panthère enfermée dans une boîte en carton. Alice déverrouilla le verrou et entr'ouvrit la porte, laissant la chaîne de sécurité. « Comment m'avez-vous trouvé » chuchota-t-elle. Julien brandit son téléphone. « Je possède Aegis Cybersecurity. Trouver les gens est ce que mes algorithmes font avant le petit déjeuner. Puis-je entrer, Alice ?» Elle hésita. Il était un étranger, puissant et actuellement désespéré. Mais elle l'avait déjà sauvé une fois. Elle défit la chaîne et ouvrit la porte. Julien entra et l'appartement sembla rétrécir autour de lui. Il observa la peinture écaillée, la pile de factures impayées sur le petit comptoir, le seul pot de nouilles instantané dans la poubelle. Son expression ne changea pas, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. « Ce n'est pas grand-chose », dit Alice sur la défensive en croisant les bras. « C'est sûr, » corrigea Julien. « Ce qui est plus que ce que je peux dire de mon appartement actuellement. » Il s'approcha de la table basse et ramassa la carte noire. Il ne la mit pas dans sa poche. Il la tint simplement, la faisant tourner entre ses doigts. « Vous ne l'avez pas utilisée, » constata-t-il. « Elle n'est pas à moi. La plupart des gens dans cette ville ne se seraient pas laissés arrêter par cela. Surtout s'ils venaient d'être licenciés à cause de moi. » Alice haussa les épaules. « Mon père disait toujours, « Si tu n'as pas transpiré pour la voir, ce n'est pas à toi. » Julien la regarda avec une intensité étrange. « Votre père semble être un homme honorable. C'est rare de nos jours. » Il s'assit sur le bord du clic-clac branlant. Les ressorts gémirent en signe de protestation. « J'ai vérifié la clé USB. » Alice se tendit. Et ce n'étaient pas des données de détournement de fonds. Cela aurait été trop simple pour Valérie. La voix de Julien devint un grognement sourd. C'étaient des schémas de serveurs classés secret défense volés dans les coffres-forts de ma propre entreprise. Alice plaqua une main sur sa bouche. « Oh mon Dieu, si la police avait trouvé cela sur moi, je ne serais pas seulement allé en prison pour fraude. J'aurais été remis à la DGSI pour trahison. Je ne reverrai jamais le soleil. Aegis serait liquidé, et Valérie et ses complices rachèteraient les morceaux pour des centimes. » Il regarda Alice, et, pour la première fois, la façade du milliardaire se fissura complètement. Il avait l'air terrifié. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé d'un scandale, Alice. Vous m'avez sauvé la vie. » La gravité de la situation frappa Alice comme un coup physique. Elle s'assit sur une chaise de cuisine en face de lui. Pourquoi ferait-elle cela ? Elle allait vous épouser. Un rire amer échappa à Julien. Valérie ne se marie pas par amour. Elle se marie pour le pouvoir. Je n'étais qu'une acquisition particulièrement importante. Je suppose que l'empire immobilier de son père est surendetté et qu'ils ont besoin de mes liquidités pour les renflouer. Me détruire était plus rapide que d'attendre un règlement de divorce. Il se leva et fit les 3 pas d'espace disponibles au sol. Je ne peux pas retourner à mon bureau. Elle y aura des yeux. Je ne peux pas utiliser mes appareils habituels. Elle pourrait les avoir compromis. Je suis officiellement un fantôme jusqu'à ce que je puisse prouver qu'elle a placé cette clé. Il s'arrêta et se tourna vers Alice. J'ai besoin d'aide et, pour l'instant, la liste des personnes en qui j'ai confiance dans cette ville ne contient qu'un seul nom. Alice se désigna du doigt, les yeux écarquillés. Moi, je suis une serveuse. Ex-serveuse. Je ne connais rien à l'espionnage cybernétique. Exactement, dit Julien. Vous n'êtes pas dans le système. Vous n'êtes pas sur son radar comme une menace. Vous êtes la variable inconnue. Il tendit à nouveau la carte noire. Je veux vous engager, Alice Morel. Non pas pour porter des assiettes, mais pour être mes yeux, mes oreilles et mon intermédiaire dans le monde réel, pendant que je travaille dans l'ombre pour enterrer Valérie Sinclair. 45 minutes plus tard, dans un appartement surplombant le jardin des Tuileries, qui coûtait plus cher que tout l'immeuble d'Alice, Valérie Sinclair lançait un vase en cristal de baccarat à travers la pièce. Il se brisa contre une cheminée en marbre. « Comment avez-vous pu le perdre » hurla-t-elle dans son téléphone. À l'autre bout se trouvait le chef de l'agence de sécurité privée qu'elle avait engagé pour suivre Julien. Mademoiselle Sinclair. Le chauffeur a dit que M. Thorne est descendu du véhicule à 3 rues du restaurant et est entré dans une station de métro. Nous l'avons perdu dans la foule. Il a jeté son téléphone dans une poubelle sur l'avenue de l'Opéra. Il n'est pas dans le métro, idiot. Il ne prend jamais le métro. Valérie faisait les 100 pas, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Il sait. D'une manière ou d'une autre, il sait. Elle s'arrêta de marcher. Son esprit rejoint la scène au restaurant. Le comportement étrange de Julien, la façon dont il était allé aux toilettes et n'était jamais revenu, le délai. Et puis elle se souvint de la serveuse maladroite, du stylo tombé. Les yeux de Valérie se plissèrent.
La fille, siffla-t-elle. Quelle fille, mademoiselle Sinclair? La serveuse de l'écrin d'or, la petite souris aux cheveux en bataille. Elle était à table juste avant qu'il ne change d'attitude. Elle a dû lui dire quelque chose ou lui passer un message. Valérie sentit une rage froide bouillonner en elle. Une moins que rien. Une domestique avait ruiné un plan préparé depuis 6 mois. Oubliez la traque de Julien pour un moment, ordonna Valérie. J'ai une nouvelle mission pour vous. Découvrez qui était cette serveuse. Maurice, au restaurant, le saura. Trouvez-la. Faites-lui pression. Je veux savoir où est Julien Thorne, et cette petite garce est la clé. Compris? À quel point voulez-vous que nous soyons agressifs? Valérie examina sa manucure parfaite. Terrifiez-la. Faites-lui comprendre qu'interférer dans ma vie est une erreur fatale. Pendant ce temps, à Asnières, Alice regardait Julien comme s'il avait 2 têtes. « M'engager pour faire quoi exactement ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin d'un fantôme », expliqua rapidement Julien. « J'ai besoin de quelqu'un pour acheter des téléphones prépayés, des ordinateurs sécurisés, louer un espace de travail neutre. Le tout en espèces, sans aucune trace papier menant à moi. Valérie va surveiller mes comptes bancaires. Si je retire 5 €, elle saura où je suis. Vous voulez que je sois votre mule financière ?» résuma platement Alice. « Je veux que vous soyez mon gestionnaire d'opérations dans une zone de guerre, » corrigea Julien, « et je suis prêt à payer pour le risque. » Il sortit la pince à billets qu'il avait montrée au restaurant. Il détacha 20 billets de 100 €, soit 2000 € en liquide. Il les posa sur sa table, à côté de la carte noire. « C'est votre avance pour ce soir. Dès demain, votre salaire sera de 10 000 € par semaine, jusqu'à ce que tout soit résolu. » Alice regarda l'argent. C'était assez pour payer ses arriérés de loyer, son loyer actuel, et faire des courses pour un mois. 10 000 par semaine, sa voix partit dans les aigus. Est-ce insuffisant? Kingsley? Non, non. 10 000, c'est insensé. Alice se sentait étourdie. Mais Monsieur Thorne, Julien, s'il vous plaît. Julien, si Valérie est aussi dangereuse que vous le dites, le fait d'être près de vous ne met-il pas une cible sur mon dos? L'expression de Julien s'assombrit. Elle vous a déjà remarqué, Alice. Valérie ne croit pas aux coïncidences. Si elle n'a pas encore compris que vous m'avez prévenu, elle le saura d'ici demain matin. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Ce propriétaire ne sera pas le seul à frapper à cette porte. Alice réalisa avec un haut-le-cœur qu'il avait raison. En essayant de faire ce qui était juste, elle était passée du trottoir directement sur une autoroute à contresens. « D'accord, » dit Alice, sa voix tremblante mais résolue. Elle ramassa l'argent. « J'en suis. Quelle est la première étape, patron ?» Julien sourit vraiment. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux fatigués. « Faites un sac, l'essentiel seulement. Nous partons dans 10 minutes. » Cet appartement est grillé. Ils prirent un taxi et allaient dans la rue, sans passer par les applications, pour se rendre dans une zone industrielle près d'Ivry-sur-Seine qui semblait déserte. À 3 heures du matin, les entrepôts se dressaient comme des géants endormis contre le ciel orangé de la métropole. Le taxi les déposa devant un bâtiment en briques quelconque avec des fenêtres barrées et une enseigne rouillée indiquant « Textile de la Bièvre », fermée. « C'est ici ?» demanda Alice, serrant son sac à dos en toile. Elle portait un jean et un sweat à capuche, ayant abandonné son uniforme de serveuse. « Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas ?» Julien se dirigea vers une porte latérale en acier. Il n'y avait pas de poignée, juste une plaque métallique lisse à côté. Julien plaça sa paume entière sur la plaque. Un scanner caché balaya sa main d'une lumière rouge. Un lourd clic mécanique résonna de l'intérieur, suivi du sifflement d'un joint hydraulique qui se rompait. La porte s'ouvrit lourdement. Alice le suivit à l'intérieur. Le contraste était frappant. L'extérieur était le reflet d'un délabrement urbain. L'intérieur ressemblait au siège de la NASA. Il se tenait sur une passerelle métallique surplombant un espace caverneux rempli de rangées de serveurs. L'air était glacial, maintenu ainsi pour refroidir les machines, et rempli du bruit blanc assourdissant de milliers de ventilateurs de refroidissement. Des voyants bleus et verts clignotaient de manière hypnotique dans l'obscurité, comme une ville numérique s'étendant devant eux. « Bienvenue au site Baker d'Aegis », cria Julien pour couvrir le bruit. « Mon installation de redondance officieuse. Même mon conseil d'administration ne connaît pas l'existence de cet endroit. Il possède son propre générateur d'énergie et une liaison satellite. Nous sommes complètement hors réseau. » Il la conduisit en bas d'un escalier métallique vers une salle de contrôle vitrée, suspendue au centre de la ferme de serveurs. À l'intérieur, le silence était bienfaisant. Il y avait 3 écrans incurvés massifs, des chaises ergonomiques et une petite kitchenette dans un coin.
Julien alla immédiatement à la console principale et commença à taper furieusement. L'écran s'anima de cascades de lignes de code qui donnèrent le tournis à Alice. « Mettez-vous à l'aise », dit Julien sans lever les yeux. « Il y a un lit de camp dans la pièce du fond, si vous avez besoin de dormir. Je ne dormirai pas cette nuit. » Alice s'assit dans l'une des chaises, le regardant travailler. Il était une personne différente ici. Au restaurant, il avait l'air accablé, presque vaincu. Ici, au milieu de la technologie grondante, il ressemblait à un maestro dirigeant un orchestre. « Que faites-vous » demanda-t-elle après un long moment. « Je construis une cage numérique, » murmura Julien, ses doigts volant sur le clavier mécanique. Valérie a placé la clé, mais elle n'a pas volé les données elle-même. Elle n'en aurait pas été capable. Elle a engagé quelqu'un à l'intérieur d'Aegis pour le faire à sa place. Je traque la taupe. Il sortit la clé USB noire de sa poche et la brancha sur un port isolé de la console. Instantanément, des boîtes d'avertissement rouges apparurent sur les écrans. Matériel non autorisé détecté. Protocole de sécurité initié. Julien les contourna avec un scan biométrique de sa rétine. Elle est chargée de logiciels malveillants qui auraient grillé n'importe quel ordinateur normal et alerté les autorités, expliqua-t-il. Mais ici, je peux la disséquer dans un environnement sécurisé. Pendant des heures, Alice l'observa. Elle fit du café dans la kitchenette, lui apportant une tasse qu'il accepta sans quitter l'écran des yeux. Vers 6 heures du matin, juste au moment où le soleil commençait à se lever à l'extérieur du bunker sans fenêtre, Julien frappa du poing sur le bureau de frustration. « Zut, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alice se réveilla en sursaut d'un léger assoupissement. « La taupe est douée. Ils ont couvert leurs traces. Les journaux d'accès aux fichiers volés ont été effacés. Je sais ce qui a été volé, mais je ne peux pas prouver qui l'a volé. Sans ce lien, je ne peux pas prouver l'implication de Valérie. » Il se frotta les yeux brûlants. « Nous sommes dans une impasse. » Alice se leva et s'approcha des écrans, regardant les données déconcertantes. « Vous regardez les trucs informatiques, » dit-elle doucement. « Comme les empreintes numériques, n'est-ce pas ? » « Oui, les journaux d'accès. Mon père disait toujours. Quand tu ne trouves pas le voleur, regarde ce qu'il a acheté avec l'argent. » Julien s'arrêta de taper. Il fit pivoter lentement sa chaise vers elle. « Expliquez-vous. Celui qui a volé ça, il ne l'a pas fait gratuitement. Valérie l'a payé ? Beaucoup, probablement. Les gens qui reçoivent soudainement beaucoup d'argent font des choses stupides. Ils achètent des voitures. Ils remboursent des dettes. Ils réservent des vacances. » Julien la fixa pendant 10 secondes entières. Puis un sourire brillant et terrifiant s'étala sur son visage. « Alice Morel, chuchota-t-il, vous êtes un génie. » Il se retourna vers la console. « Oubliez les serveurs de l'entreprise. Je vais pirater les comptes bancaires personnels de chaque cadre supérieur chez Aegis, ayant accès à ces fichiers. Je cherche un afflux d'argent soudain et inexplicable au cours des dernières 48 heures. » Ses doigts s'activèrent à nouveau, portés par un nouvel objectif. C'est illégal au possible. Mais s'ils veulent jouer sale, nous jouerons sale. 20 minutes plus tard, l'un des écrans clignota en rouge. Un profil apparut. Un homme avec un menton fuyant et des cheveux clairsemés. Arthur Delaroche, vice-président de l'infrastructure. « Je te tiens, » grogna Julien. Arthur. 20 ans dans l'entreprise et, hier matin, un compte offshore aux îles Caïmans lié à son nom a reçu un virement de 2 millions d'euros d'une société écran située à... Regardez ça, le même immeuble où le père de Valérie a ses bureaux. Est-ce une preuve suffisante ? Demanda Alice le cœur battant. C'est assez pour suspendre Arthur au-dessus d'un précipice, dit Julien d'une voix glaciale. Nous n'avons pas besoin de briser Valérie. Nous avons juste besoin de briser le maillon faible qu'elle a engagé. Il se leva plein d'énergie. Alice, j'ai besoin que vous sortiez. J'ai besoin de 2 téléphones prépayés et d'un type très spécifique de transmetteur sans fil. Il y a un magasin d'électronique dans le 13e arrondissement qui ouvre à 8 heures. Il ne pose pas de questions. Il se tourna pour lui écrire une liste. Ce faisant, Alice jeta un coup d'œil à un petit moniteur dans le coin qui montrait un flux granuleux en noir et blanc d'une caméra de sécurité à l'extérieur du bâtiment de l'entrepôt. Un Range Rover noir aux vitres teintées roulait lentement dans la rue déserte. Il ralentit juste devant l'enseigne de textile de la Bièvre, fit une pause d'un instant, puis continua jusqu'au bout du pâté de maison, où il se gara et resta moteur tournant. « Julien, » dit Alice, sa voix serrée par la peur, « recevez-vous beaucoup de visiteurs par ici ?» Julien regarda le moniteur. Son visage se figea. « Non, dit-il, jamais. » Les chasseurs de Valérie avaient trouvé la piste. Julien regardait le moniteur, son visage illuminé par la lueur verte fantomatique de l'écran.
Dans la rue, 2 hommes en costume sombre sortirent du véhicule. Ce n'était pas la police. Ils se déplaçaient avec la démarche assurée et lourde de mercenaires. L'un d'eux vérifia un appareil portatif, scannant la façade du bâtiment. « Comment ?» chuchota Julien, son esprit travaillant à toute allure. « Cette installation est un trou noir. Aucun signal ne sort ni n'entre sans mon autorisation. » Alice se tenait à ses côtés, agrippant le bord du bureau jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Aurait-il pu suivre le taxi? Non. J'ai brouillé les flux des caméras de circulation sur 3 pâtés de maison dans toutes les directions avant de héler le taxi. Nous étions des fantômes. Les yeux de Julien s'agrandirent soudainement. Il retira violemment sa veste Tom Ford, la grise que Valérie avait insisté pour qu'il porte. Il la jeta sur le bureau et commença à déchirer la doublure. « Que faites-vous » demanda Alice. « La veste » siffla Julien. Elle n'a pas seulement placé la clé dans la poche. Elle voulait s'assurer que si je m'enfuyais, elle pourrait me retrouver. Il déchira le rembourrage de l'épaule. Niché profondément à l'intérieur de la ouate de coton, se trouvait un appareil pas plus grand qu'un grain de riz. Un traceur passif de qualité militaire. « Elle m'a marqué comme un requin en migration !» grogna Julien, écrasant l'appareil sous le talon de sa botte. Malin, atrocement malin. Au-dessus d'eux, un sourd bruit d'impact résonna dans l'entrepôt. Les hommes forcèrent la porte principale en acier. « Ils sont entrés !» dit Alice, sa voix tremblante. « Que faisons-nous ? Appeler la police et leur dire quoi ? Que je me cache dans un bunker secret alors que je suis recherché pour trahison. » Julien secoua la tête. « Si ces hommes nous trouvent, nous disparaissons définitivement. Nous devons bouger. » Julien tapa une dernière commande sur la console. Les écrans devinrent noirs. Effacement du système initié. « Venez !» Il saisit la main d'Alice et la tira vers le fond de la salle des serveurs. Au lieu d'une porte, il écarta une grille métallique sur le sol, révélant une échelle sombre et étroite descendant dans la terre. « Les anciens tunnels de refroidissement », expliqua Julien. « Ils mènent aux lignes de métro abandonnées. C'est étroit, c'est sale, et ça sent 80 ans d'eau stagnante. Les dames d'abord. » Alice n'hésita pas. Elle bascula ses jambes dans le trou. Alors qu'elle descendait, elle entendit le fracas lourd de la porte de la salle des serveurs que l'on faisait sauter à l'étage supérieur. Des voix criaient au loin. « Vide !»« La pièce est vide ?» hurla une voix rauque d'en haut. « Trouvez les escaliers. Il ne peut pas être loin. » Julien se laissa glisser le long de l'échelle et remit la grille en place au-dessus d'eux. Il alluma une petite lampe de poche, révélant un tunnel qui faisait à peine 1,20 m de haut, dégoulinant de condensation. « Courez !» chuchota-t-il. Ils rampèrent à travers le tunnel, courbés en deux, leurs pieds pataugeant dans une boue épaisse. Alice pouvait entendre son propre souffle saccadé. Elle était une serveuse d'Asnières qui s'inquiétait des pourboires et du loyer. Maintenant, elle rampait dans un égout avec un milliardaire, fuyant des tueurs à gages. « C'est dément, pensa-t-elle. C'est totalement dément. Nous avons besoin d'une destination. » haleta Alice en avançant. « Nous avons la preuve pour Arthur de la Roche. Nous savons qu'il a accepté le pot de vin. Où est-il ? Mon système a tracé son téléphone avant que je n'efface les serveurs, » dit Julien, sa voix résonnant dans le tunnel. « Il est à l'aéroport du Bourget. Il a déposé un plan de vol pour un vol privé vers les îles Caïmans, départ à 9 h. Cela nous laisse... » Il consulta sa montre. « Moins de 2 heures. S'il monte dans cet avion, il est parti et la trace de l'argent disparaît dans un trou noir des Caraïbes. Nous devons l'arrêter sur le tarmac. » Ils atteignirent le bout du tunnel. Une porte d'entretien rouillée se dressait devant eux. Julien se jeta de tout son poids contre elle. Elle grimaça mais tint bon. « Bloqué !» grogna-t-il. « Laissez-moi faire !» dit Alice. Elle regarda les charnières. Elles étaient mangées par la rouille. Ne poussez pas la porte. Frappez la charnière. Julien la regarda, puis recula et asséna un coup de pied violent à la charnière inférieure. Le métal céda et la porte tomba vers l'extérieur avec un fracas métallique. Ils débouchèrent sur un rebord de maintenance du métro. Un train passe devant eux dans un rugissement, un flou d'argent et de lumière, le vent fouettant leurs cheveux. Ils étaient dans le tunnel entre 2 stations. « Il nous faut une voiture !» cria Julien par-dessus le bruit du train qui s'éloignait. « Et je n'ai pas mon téléphone. » Ils grimpèrent jusqu'au quai le plus proche, une station déserte de la périphérie. Ils montèrent les escaliers 4 à 4 jusqu'au niveau de la rue. C'était l'aube maintenant. Le ciel avait la couleur d'une échymose pourpre. Une camionnette de livraison de pain tournait au ralenti à un feu rouge, le chauffeur à l'arrière arrangeant des caisses. Julien regarda Alice. « Je n'ai jamais volé de voiture. » Alice regarda la camionnette, puis Julien. «
J'ai grandi dans un quartier où laisser ses clés sur le contact était une invitation. Laissez-moi parler. Alice courut vers la fenêtre côté conducteur. Le chauffeur, un homme robuste avec une barbe épaisse, baissa les yeux. « Et mademoiselle, reculez. Monsieur, s'il vous plaît. » cria Alice, livrant la performance de sa vie. Elle pointa Julien, qui se tenait la poitrine et s'appuyait contre un réverbère, l'air pâle. « Mon mari, il fait une crise cardiaque. Mon téléphone est mort. Nous devons aller à l'hôpital. » Le visage du chauffeur s'adoucit. « Oh mince. D'accord, montez. Je vous emmène. »« Pas le temps, » hurla Alice. « Il doit s'allonger à plat. À l'arrière. Nous avons besoin de l'arrière. » Avant que le chauffeur ne puisse argumenter, Alice courut vers l'arrière, poussa Julien à l'intérieur parmi les miches de pain de campagne et sauta après lui. « Allez, allez. L'hôpital Saint-Joseph. » cria-t-elle à travers la cloison. Le chauffeur accéléra. Alors que la camionnette cahotait, Julien regarda Alice assise au milieu des caisses de pain. Il commença à rire, un son sec et incrédule. « Une crise cardiaque ?» demanda-t-il. « Ça a marché, non ?» Alice sourit, essuyant une tache de graisse sur sa joue. « Alice ?» dit Julien, son visage redevenant sérieux. « Quand tout cela sera fini, en supposant que nous survivions, je vais vous acheter une boulangerie ou un hôpital. Ce que vous voudrez. Contentons-nous d'attraper un traître d'abord, » dit Alice. Le chauffeur de la camionnette fut confus quand son passager mourant et sa femme exigèrent de descendre dans une station-service près du Bourget, mais un pourboire de 1 000 € tiré de la pince à billets de Julien fit taire ces questions. Ils réussirent à héler un véritable taxi à partir de là, utilisant le reste de l'argent liquide pour corrompre le chauffeur afin qu'il aille vite. Ils arrivèrent à la clôture du périmètre de l'aéroport du Bourget à 8h45. Les terminaux d'aviation privée n'ont pas la même sécurité que les terminaux commerciaux, mais ils ont tout de même des clôtures. Cependant, Julien Thorne connaissait le Bourget comme sa poche. « Il y a une brèche dans la clôture près du hangar 4, » dit Julien, guidant Alice à travers une zone de hautes herbes. J'avais l'habitude de sortir en douce par ici quand je voulais éviter les paparazzis. Ils se glissèrent à travers l'ouverture du grillage et coururent sur le tarmac, esquivant entre les Cessna et les Gulfstream garés. Le vent hurlait, sentant le kérosène. Au loin, près du terminal VIP principal, un bombardier Global 6000 blanc immaculé faisait monter ses moteurs en puissance. Une berline noire était garée à côté des escaliers. « C'est le vol !» cria Julien par-dessus le sifflement des turbines. Et voilà Arthur. Arthur Delaroche, l'air nerveux et serrant une mallette en cuir, serrait la main du pilote au bas de l'escalier de l'avion. « Arthur !» rugit Julien, sa voix portant sur le tarmac. Arthur se figea. Il se tourna, protégeant ses yeux du soleil. Quand il vit Julien, débraillé, couvert de boue de tunnel, courant vers lui, son visage se vida de tout son sang. « Partez, partez maintenant !» hurla Arthur au pilote, se précipitant dans l'escalier. « Vous n'allez nulle part, Arthur !» Julien plaqua l'homme sur la 3e marche. Ils dégringolèrent tous les deux sur le béton dur. La mallette s'ouvrit, dispersant non pas des papiers, mais des liasses de bons au porteur et un passeport sous un faux nom. Arthur recula en rampant, s'éloignant de Julien. « Restez en arrière. Elle m'a obligé à le faire. Elle a dit qu'elle me ruinerait. » « Oui ?» Julien avança vers lui, les yeux flamboyants. « Dites son nom, Arthur. Dites-le. »« Valérie !» sanglota Arthur. « Valérie Sinclair. Elle a des photos de la fête de Noël. Elle allait les envoyer à ma femme. Je devais lui donner les codes d'accès. Et la clé ?» exigea Julien. « Avez-vous placé la clé ?» Non, c'est elle qui l'a fait. Je lui ai juste donné les données. Touchant. Une voix féminine et fraîche coupa le vent. Julien et Alice se figèrent. Sortant de derrière le train d'atterrissage de l'avion, Valérie Sinclair apparut. Elle était flanquée des 2 mercenaires de l'entrepôt. Elle était impeccable dans un trench coat blanc, sa coiffure parfaitement soignée, contrastant violemment avec Julien et Alice couverts de crasse. « Tu es vraiment comme un cafard, mon cher. » Valérie soupira en vérifiant ses ongles. Difficile à tuer. Elle fit un geste vers ses hommes. Ils levèrent des pistolets équipés de silencieux. « Vous ne pouvez pas nous abattre ici, » dit Julien en se plaçant devant Alice. « C'est un aéroport. Il y a des témoins. Le pilote travaille pour mon père, » dit Valérie avec dédain. Arthur quitte le pays. Et vous deux ? Un tragique accident. Une agression qui a mal tourné près de la clôture du périmètre. La police est déjà sur ma liste de paye pour l'enquête. Elle s'approcha de Julien, piétinant les bons éparpillés. « J'ai gagné, Julien. Et J, c'est à moi. Le conseil d'administration a voté ce matin pour te suspendre en attendant l'enquête.
Une fois que tu seras mort, j'hériterai de ta participation de contrôle en tant que ta fiancée éplorée. C'est parfait. Alice jeta un coup d'œil derrière Julien. Son cœur tambourinait contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Elle regarda Valérie, puis les gardes confiants, puis Arthur terrifié. Elle réalisa quelque chose. Valérie était arrogante. Elle regardait Julien, savourant sa victoire. Elle ne regardait pas la domestique. La main d'Alice se déplaça lentement vers sa poche arrière. Elle n'avait pas d'arme. Elle n'avait pas de téléphone. Mais elle avait la seule chose que Julien lui avait demandé d'acheter dans l'appartement. Le transmetteur espion du magasin d'électronique du 13e. Julien lui avait dit de l'acheter. C'était un simple micro audio longue portée, conçu pour diffuser sur des fréquences FM. Il l'avait configuré dans le taxi pour diffuser vers un serveur cloud spécifique auquel il avait accès, espérant piéger Arthur. Alice cliqua sur l'interrupteur minuscule sur le côté de l'appareil dans sa poche. « Vous admettez donc ?» demanda Julien, sa voix forte et claire. Il savait ce qu'Alice faisait. Il l'avait senti bouger. « Vous m'avez piégé pour trahison. Vous avez volé les dossiers de la défense. »« Bien sûr que je l'ai fait. » Rit Valérie en renversant la tête en arrière. « Et le plus beau, c'est que personne ne te croira jamais. Tu es le génie de la tech déchue. Je suis l'héritière Sinclair. Je possède le récit. Je possède la vérité. Vous ne possédez rien, » dit Alice en sortant de derrière Julien. Valérie la regarda avec mépris. La serveuse. « J'aurais dû vous faire broyer dans le compacteur à ordures du restaurant. Vous êtes en direct, Valérie ?» dit Alice en brandissant le petit boîtier noir. Valérie fronça les sourcils. « Quoi ? Ce n'est pas seulement un enregistreur, » dit Julien, un sourire perçant à travers la saleté sur son visage. « C'est un diffuseur localisé, mais je ne l'ai pas relié à un serveur cloud. Je l'ai relié à la fréquence d'urgence de l'aéroport. » Les yeux de Valérie s'agrandirent. Elle regarda vers le bâtiment du terminal. À travers les parois vitrées du salon VIP, des dizaines de personnes, des voyageurs, du personnel, des agents de sécurité, se pressaient contre les vitres, les regardant. Sur le système de sonorisation de l'aéroport, habituellement réservé aux annonces de vol, la voix de Valérie venait de résonner de manière assourdissante. « Bien sûr que je l'ai fait. Je l'ai piégé pour trahison. Je possède le récit. » Des sirènes commencèrent à hurler au loin. Pas les sirènes polies d'une voiture de patrouille achetée, mais les sirènes lourdes et chaotiques de la police aux frontières et du GIGN. « Espèce d'idiote !» hurla Valérie en se jetant sur Alice. Mais Julien fut plus rapide. Il saisit le poignet de Valérie en plein vol. « C'est fini, Valérie. Le jeu est truqué, mais tu as oublié une chose. »« Quoi ?» siffla-t-elle, luttant contre sa prise. « Les serveuses entendent tout, » dit Julien. « Et elles savent comment présenter l'addition. » Les deux mercenaires regardèrent les gyrophares qui approchaient, se regardèrent l'un l'autre et rengainèrent leurs armes. Ils n'étaient pas assez payés pour combattre les forces d'élite. Ils firent demi-tour et coururent vers la clôture du périmètre. Arthur de la Roche s'assit sur le tarmac, pleurant dans ses mains. Alors que les SUV de la police s'immobilisaient sur la piste en entourant l'avion, Julien lâcha Valérie. Elle trébucha, son visage n'étant plus qu'un masque de choc et de ruine. Julien se tourna vers Alice. Elle tremblait. L'adrénaline retombait brutalement. Il l'attira contre lui, la serrant fort, d'une étreinte désespérée et réelle. Il ne se souciait pas de la boue sur ses vêtements ou de l'huile sur son costume. « Vous l'avez fait ?» murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous m'avez sauvé. » Alice ferma les yeux, écoutant les sirènes. Et pour la première fois en 24 heures, elle respira normalement. 6 mois plus tard, l'Écrin d'Or était toujours le restaurant le plus exclusif de Paris. Mais ce soir-là, la meilleure table n'était pas occupée par un diplomate ou une star de cinéma. Elle était occupée par Alice Morel. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait une superbe robe émeraude qui s'accordait avec ses yeux. En face d'elle était assis Julien Thorne. Le scandale de la trahison des Sinclair avait dominé l'actualité pendant des semaines. Valérie attendait son procès sans possibilité de caution. Arthur avait accepté un accord de plaidoyer. Julien était retourné chez Aegis, avait purgé le conseil d'administration et reconstruit l'entreprise plus forte que jamais. Mais il avait procédé à un changement majeur de personnel. Alors, dit Julien en versant lui-même le champagne millésimé, il avait refusé que les serveurs le fassent. Comment s'est passée cette première semaine de cours ? Intense, rit Alice. La faculté de droit n'est pas une plaisanterie. Mais c'est plus facile quand on n'a pas à faire un double service après. Je vous ai dit que la bourse est permanente. Vous ne me devez rien. Je vous revaudrai ces frais de scolarité, dit Alice en levant son verre.
Mais vous me devez pour la thérapie dont j'ai eu besoin après le tunnel des égouts. Julien sourit, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. Je pense que c'est un échange équitable. Vous savez, je cherche une partenaire. Pas seulement en affaires, mais dans la vie. Quelqu'un qui sait quand me glisser une note et quand enfoncer une porte. Alice serra sa main. La serveuse qui avait été invisible était maintenant la seule chose qu'il voyait. « Je pourrais être intéressée, sourit-elle. Mais vous devez me promettre une chose. Tout ce que vous voudrez. Plus de nourriture française sophistiquée. J'ai envie d'un burger. » Julien rit, jeta une liasse de billets sur la table pour couvrir le repas intact et se leva. « Venez, Alice. Je connais un endroit génial à Montreuil. » Et alors qu'ils quittaient le restaurant, main dans la main, le personnel ne les regardait pas avec envie ou dédain. Il regardait Alice avec respect, car il savait désormais qu'on ne plaisante jamais avec la serveuse. Quelle aventure incroyable. D'un stylo tombé à une arrestation sur le tarmac, Alice a prouvé que le courage vient du caractère, pas du compte en banque. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé cette clé USB? Auriez-vous prévenu Julien ou auriez-vous passé votre chemin? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et abonnez-vous en activant les notifications pour ne jamais manquer un nouveau récit. Je publie de nouvelles histoires chaque semaine. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine. Alice et Julien s'éloignèrent dans la nuit parisienne, laissant derrière eux les dorures de l'écrin d'or, pour la simplicité d'un bistrot de quartier. Là où les histoires de vie commencent vraiment, loin des complots et de l'opulence, dans la chaleur d'une complicité que rien ne pourrait plus briser. Le destin avait frappé à la porte d'un petit studio d'Asnières, et il en était ressorti une alliance indéfectible, forgée dans le danger et scellée par la justice. La ville continuait de briller. Mais pour eux deux, la lumière la plus vive était celle qu'ils trouvaient dans le regard de l'autre. Un rappel constant qu'un simple geste de bonté peut renverser des empires et reconstruire des mondes dévastés. Julien savait qu'il n'avait pas seulement sauvé son entreprise. Il avait trouvé son âme sœur dans le tumulte d'une trahison machiavélique. Quant à Alice, elle n'était plus la proie des créanciers, mais l'architecte de son propre avenir, prête à défendre les innocents avec la même fougue qu'elle avait mise à sauver un inconnu un soir de vendredi à l'écrin d'or. La boucle était bouclée. La justice était rendue, et une nouvelle page s'écrivait dans le grand livre de Paris. Elle n'était plus une ombre parmi les tables. Elle était le soleil dans la vie d'un homme qui avait tout perdu pour finalement tout regagner grâce à elle. Leurs pas résonnaient sur les pavés, un rythme régulier et confiant, le bruit de deux cœurs battant à l'unisson vers un horizon qu'ils avaient eux-mêmes choisi de dessiner. Le vent soufflait doucement sur la Seine, emportant avec lui les derniers vestiges du passé sombre de Julien, laissant la place à un avenir radieux, où la loyauté et la vérité étaient les seules valeurs qui comptaient vraiment au-delà des milliards et des apparences trompeuses de la haute société. Tout avait commencé par un murmure dans une salle de bain, et tout se terminait par un rire partagé dans une rue calme, prouvant que même dans les recoins les plus sombres de l'ambition humaine, l'intégrité finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Alice serra plus fort la main de Julien, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne, une encre solide dans le flux incessant de la vie urbaine. Ils s'arrêtèrent devant un petit établissement au néon rouge, loin du luxe compassé de la place Vendôme, et poussèrent la porte. L'odeur de frites et d'oignons grillés les accueillit, une odeur de réalité, de simplicité et de bonheur retrouvé. C'était là qu'ils appartenaient désormais, dans le monde des gens vrais, là où chaque geste compte et où chaque mot a son poids d'or fin. Julien sourit en voyant l'expression ravie d'Alice devant le menu plastifié. C'était son plus beau triomphe, bien au-delà de n'importe quelle fusion ou acquisition boursière. Il était libre, il était aimé et il était enfin lui-même. La serveuse était devenue son héroïne, sa confidente, sa vie. Et dans ce petit coin de Paris, sous la lueur des néons, il savait que le meilleur restait à venir. La nuit était belle, la vie était douce, et le futur leur appartenait totalement, sans ombre ni secret.
Ils étaient les maîtres de leur destin, les capitaines de leur âme, unis par un lien que seule la tempête peut créer. Et alors que la ville s'endormait doucement, eux commençaient à peine à s'éveiller à cette nouvelle existence. Riche de promesses et de vérités, la justice avait triomphé, l'amour avait gagné, et le silence de la nuit n'était plus une menace, mais une promesse de paix durable et de sérénité conquise de haute lutte contre les démons de la trahison et de la cupidité. Julien regarda Alice et sut que son père, là-haut, devait être fier de la force et de l'honneur de sa fille. Tout était à sa place, tout était juste, et c'était tout ce qui importait. Le rideau tombait sur cette tragédie pour laisser place à une comédie romantique pleine d'espoir et de lumière. Une ode à la persévérance et à la bonté humaine, qui persiste malgré tout. Paris resterait toujours Paris, mais pour Julien et Alice, elle était devenue le décor de leur renaissance. Ils savaient que plus rien ne serait jamais comme avant, et ils ne l'auraient voulu pour rien au monde. Le chemin avait été rude, mais la vue depuis le sommet en valait la peine. Ils étaient ensemble, et c'était leur plus belle victoire. La fin de ce chapitre marquait le début d'un livre bien plus beau, écrit à deux mains dans l'encre de la sincérité. Le passé était derrière eux, enterré avec les mensonges de Valérie. Et devant eux s'étendait la route infinie de la vie, libre et magnifique. Ils franchirent le seuil du bistrot, laissant le monde extérieur s'effacer pour ne plus être que deux êtres humains, partageant un moment de grâce absolue dans la simplicité d'un instant partagé. C'était la fin de l'épreuve, le début de la vie, la victoire de l'âme sur l'artifice. Et c'était parfait. Rien n'aurait pu entacher cette certitude, pas même les fantômes de la veille, car ils avaient appris que la vérité finit toujours par triompher quand on a le courage de la porter haut. Julien et Alice, deux noms désormais liés par le fil invisible mais incassable de l'adversité vaincue, s'assirent l'un en face de l'autre, prêts à savourer chaque seconde de cette liberté durement acquise. La nuit parisienne pouvait bien s'étirer, elle ne leur faisait plus peur. Ils avaient trouvé leur propre lumière, une flamme qui ne s'éteindrait jamais, nourrie par le souvenir de ce soir de vendredi où tout avait basculé grâce à un simple morceau de papier. La vie est parfois faite de ces petits miracles, de ces rencontres fortuites qui changent tout, et ils en étaient la preuve vivante, éclatante et magnifique. Le reste n'était que littérature, une suite de jours à remplir de rires et de projets, un horizon dégagé de tout nuage. Ils étaient chez eux, l'un avec l'autre, et c'était le plus beau des refuges. Le monde pouvait bien continuer de tourner, ils avaient trouvé leur centre de gravité. Et c'était là le véritable secret du bonheur. Simple et pur comme une note glissée sous un stylo tombé. La fin d'une guerre, le début d'une paix, l'éternité dans un regard. Tout était dit, tout était fait. Il ne restait plus qu'à vivre, enfin. Et ils allaient le faire avec toute la ferveur de ceux qui ont failli tout perdre. Car c'est dans l'ombre que l'on apprécie le mieux la clarté. Et ils avaient traversé les ténèbres pour atteindre cette aube radieuse. Julien serra la main d'Alice une dernière fois avant que le serveur n'apporte leur burger. Et dans ce geste, il y avait tout l'univers. Le silence se fit complice. La chaleur du lieu les enveloppa, et le temps sembla suspendre son vol. C'était le moment de la clôture, de la résolution totale, là où chaque fil du destin se noue pour former un motif parfait. Ils étaient arrivés à bon port, et la mer était désormais calme. La vie pouvait reprendre son cours. Mais cette fois, ils étaient les seuls à tenir le gouvernail. La victoire était totale. Le repos était mérité, et l'amour était là, immense et tranquille. C'était la fin d'une histoire. Mais la vie, elle, ne faisait que commencer.